Voilà, la suite c'est pour tout à l'heure. Ça décape, n'est-ce pas Patricia? Donc je crois que là, je te laisse la main pour nos témoins suivants. Merci Joël, pour demander à François Morin de bien venir nous rejoindre. François Morin, fondateur du laboratoire d'études et de recherche sur l'économie, les politiques et les systèmes sociaux. Bernard Maris est entré ici en 1995 dans ce laboratoire, quand il a été nommé professeur. Vous avez, je crois, même partagé le même bureau. Je pense qu'il a dû pas mal empiéter, faire pas mal de désordre. Non, c'était quand même un peu le genre. On ne peut pas dire que c'était un organisateur. Ça, on peut pas dire. Vous me laissez la parole? Mais bien sûr. Merci Patricia Martin d'être venue jusqu'ici pour témoigner avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Voilà. Et puis merci à mes collègues économistes qui vont intervenir tout à l'heure. Cet après-midi, elle est consacrée donc plutôt à Bernard l'économiste. On a entendu 4 extraits, là, successivement, et les 3 premiers concernent sa carrière universitaire. Je ne savais pas que tu allais les passer maintenant, Joël. Et je vais vous parler donc de Bernard Maris, l'universitaire, l'économiste qu'il est resté finalement jusqu'au bout, même si, par rapport à sa discipline, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, il avait finalement pris pas mal de recul, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais jusqu'au dernier moment, il a assuré ses débats échos à France Inter, avec toute la compétence qui était la sienne. Alors, je dois pour commencer dire que nous avons accueilli, ou plutôt recueilli, Bernard Maris dans notre laboratoire en 1990, au début des années donc 90. Et vous l'avez rappelé, j'ai partagé pendant plusieurs années mon bureau avec lui, et dans ce laboratoire, il a aussi exercé des responsabilités éminentes, puisque pendant 2 ans, il a dirigé ce laboratoire et il a été responsable d'un DEA, une formation de 3e cycle, à laquelle il attachait beaucoup d'importance. Bernard, je crois, a connu 3 périodes dans sa vie universitaire. Et c'est ces périodes-là que je voudrais maintenant évoquer devant vous. Une première période, je crois qu'on peut qualifier de tout à fait standard, classique, à l'époque. C'est une période qui a duré 12 ans, comme du reste les 2 autres périodes. La seconde période, ça a été une période de rébellion, de révolte, une 12aine d'années, ici aussi à Toulouse. Et puis la 3e période, vous la connaissez, c'est la période de Bernard, économiste public, journaliste économique, mais pas un journalisme économique quelconque, hein. Je crois que c'est un journaliste économique de très haut niveau. Alors, je crois qu'on peut dire, avant d'aborder peut-être ces 3 périodes rapidement, que sa force médiatique reposait finalement, je vais essayer de le démontrer ici, sur sa double compétence, sur une connaissance qu'il avait à la fois de la pensée traditionnelle, la pensée classique, la pensée standard, la pensée mainstream, d'un côté, et puis de l'autre, sa pensée critique, la pensée critique qu'il a développée par la suite. Et je crois que peut-être, si on veut comprendre ce qu'était Bernard, comprendre le journaliste polémiste redoutable qu'il était, il faut avoir en tête cette double connaissance qu'il avait acquise au fil des années. C'est très frappant, quand on regarde sa thèse, qu'il a soutenue en 1976, on ne peut être que frappé par le classicisme de son travail. C'est une thèse d'économie, une thèse de microéconomie, une thèse standard, dont les fondamentaux étaient, je dirais, assez largement néoclassiques, et ceci est absolument indiscutable. Il y discute dans cette thèse, tout en y apportant sa propre contribution, des modèles théoriques de l'époque, en économie du travail, avec des outils mathématiques extrêmement sophistiqués. Bernard est passé par cette phase-là. Il faut dire qu'il a été formé ici à très bonne école, ici dans cette université à Toulouse. Il a eu d'excellents maîtres, ceux qui ont formé, on en a parlé ce matin, Jean-Jacques Lafon, par exemple, qui aurait dû lui aussi avoir le prix Nobel. Rappelons quelques noms peut-être de ses professeurs. Il y a d'abord bien sûr Jean Vincent, avec qui il a fait sa thèse, mais il y en a eu d'autres comme
Létinier, Vigreux, mais peut-être surtout un qu'il aimait particulièrement, qui était Clusot. Et il l'admirait beaucoup. C'est un professeur d'histoire de la pensée économique. Mais cette première période, voilà, de sa vie universitaire très classique va s'achever à la fin des années 80, et pour être plus précis, autour des années 86-87. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il va lire pour la première fois, il a du reste répété une fois dans ses écrits, il va lire pour la première fois, et dans son texte, Keynes. C'est seulement en 1940. Il a 40 ans, Bernard, à ce moment-là. Mais il va lire aussi en même temps, vous l'avez compris en écoutant les témoignages de ce matin, que pour Keynes, Freud était aussi un auteur tout à fait essentiel. Et donc il va lire Freud, et il va relire de façon encore plus approfondie Marx. Chez lui, le choc de ces lectures est très important, parce que c'est un économiste et un chercheur en économie du travail, et puis ces grands auteurs, évidemment, éclairent d'un jour tout à fait nouveau, peut-être, ce domaine particulier. Voilà, alors, on peut dire que sa rébellion commence alors, s'ouvre alors une seconde période dans sa vie universitaire, et il va poser deux actes fondamentaux. On l'a vu dans la première vidéo ici tout à l'heure. En 1990, il publie Des économistes au-dessus de tout soupçon. C'est 1990. Et puis, deuxième acte, il décide de quitter son laboratoire d'appartenance, le laboratoire de Jean Vincent, le CEJE, pour entrer dans le nôtre. Et le LEREPS, qui sentait aux yeux déjà de plusieurs de nos collègues un peu le soufre. Parce que, évidemment, dans ce laboratoire, nous étions tout à fait en rupture épistémologique et scientifique avec les fondamentaux de la pensée standard et néoclassique. Eh bien, pendant cette seconde période de sa vie universitaire qu'il va accomplir donc chez nous, il va affûter sa critique de la pensée économique standard, et puis il va évidemment affiner sa propre conviction en matière de critique de la pensée, bien sûr, mais aussi critique tout simplement du capitalisme contemporain. Dans un séminaire qu'il a animé plusieurs années, et notez le titre, il était intitulé « Séminaire rhétorique », il montre auprès des futurs chercheurs la puissance de certains discours savants, ou soi-disant savants, qui en réalité, finalement, occultent et cachent les réalités sociales gênantes. C'est aussi pendant cette période qu'il fourbit ses armes de grand pédagogue, de pédagogue hors pair qu'il était, dans les cours qu'il va donner ici, à Sciences Po notamment. Mais c'est aussi ici qu'il va devenir, c'est ici que sa plume va devenir incisive et redoutable à travers ses écrits décapants. Donc, il y a l'ouvrage de 90 dont vous avez vu un extrait, le premier extrait, mais c'est aussi à cette période qu'il va écrire régulièrement dans le journal Le Monde une rubrique régulière de critique de la pensée économique, enfin plus exactement des ouvrages ou des articles qui pouvaient sortir à l'époque, et il s'est fait beaucoup d'ennemis à ce moment-là, du reste. Mais voilà, Bernard était un universitaire, un vrai universitaire. Il croit en l'institution. Plus tard, il dira, vous l'avez entendu du reste, que l'avenir de l'humanité appartient non pas au capital, au capitalisme, mais au contraire aux créatifs, aux chercheurs, et dans son esprit aux universitaires, certainement pour une part au moins. Au milieu des années 90, donc il était encore chez nous, non sans manquer d'un certain courage, car il est déjà marqué au fer rouge par ses collègues, il va pourtant chercher la reconnaissance de ses pairs. Il veut devenir professeur. Alors, après une séance homérique du Conseil national des universités,
Autrement dit, personne n'en voulait, c'est ça? Vous allez voir, une très longue délibération tout à fait exceptionnelle. C'était la première fois que j'assistais à une telle délibération au sein de cette commission, puisque j'y étais. Alors qu'un dossier dure 20 minutes habituellement, là ça a duré 3 heures, à 12 professeurs. Eh bien, les délibérations étaient à couteau tiré, puisqu'il y avait là des collègues qui l'avaient, en quelque sorte, critiqué durement dans ces articles de presse. Et finalement, donc, à une très très courte majorité, il a obtenu son titre de professeur. Voilà, Toulouse a été son tremplin, son laboratoire pour exercer ses talents et exprimer ses idées. En 1998, il est prêt pour affronter le vaste monde et, en tous les cas, proférer un engagement intellectuel à la capitale. Quand il monte à Paris en 1998, c'est un Bernard Maris, vous l'avez entendu aussi tout à l'heure dans le 3e extrait, qui est en train d'écrire son anti-manuel d'économie. Voilà, donc pour terminer, je dirais que Bernard Maris, c'est une personnalité évidemment très attachante. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il était d'une très grande écoute. Cette écoute lui permettait, lorsqu'il était en face d'un interlocuteur, de saisir immédiatement les clés de sa posture intellectuelle, d'y pénétrer facilement, mais aussi d'en saisir les limites et les contradictions. Il pouvait alors faire progresser naturellement les éléments de sa propre posture. Et finalement, sa force de conviction reposait, je crois, sur une connaissance parfaite des idées, mais surtout des discours de ses adversaires, puisque lui-même les avait partagés totalement à une certaine période de sa vie. Alors Bernard, oui, on l'a dit peut-être ce matin de façon trop rapide, c'était une sorte de judoka intellectuel, un judoka de l'esprit, avec comme arme redoutable la compétence, l'humour et plus encore la gentillesse. Merci Bernard. Salut Bernard.